Il occupe plus du quart de la surface de leur île et suscite chez les Réunionnais un mélange subtil de crainte et de fascination. Rouge, effusif en permanence, ses soubresauts sont spectaculaires, mais en principe inoffensifs pour l'homme. C'est un volcan qu'on peut approcher de très près. Et ça, c'est extraordinaire, c'est formidable. Devant un tel phénomène, on est résigné finalement. J'en rêve la nuit, j'ai rêvé déjà que la lave arrivait dans la classe des enfants. Donc je disais aux enfants, vite, 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 mais montez sur les tables. Et la lave arrivait par, comment on dit, comme une vague, quoi. Ça nous fait cadencer, comme dirait Créole. Hein. Et nous aussi, on vibre avec, quoi. C'est une chance d'être sur un petit caillou qui bouge encore. Car si son grand frère, le Piton des Neiges, s'est éteint il y a 12 000 ans, le jeune Piton de la Fournaise, lui, est bien en activité et le fait savoir régulièrement. Sur le Piton de la Fournaise, une éruption se produit en moyenne tous les 9 mois. Une activité qui donne à la volcanologue Aline Pelletier un travail de surveillance au quotidien. En fait, on a plusieurs zones préférentielles d'éruption. Donc, il y a bien sûr le cratère principal donc au sommet, et ça représente entre 20 et 30% des éruptions. Mais la plupart du temps, les éruptions ont lieu sur le flanc du cône terminal, à sa base, ou voire même plus loin. En début d'éruption, on a d'abord des fissures éruptives qui se forment. En fait, c'est une fracture qui s'ouvre, à l'intérieur duquel le magma va s'injecter et créer des coulées de lave en surface et des fontaines de lave. Et l'accumulation des fontaines de lave au cours du temps va former un petit cône volcanique. Et tous les cônes volcaniques qu'on voit sur les flancs du volcan correspondent à une éruption. Aline ausculte régulièrement les flancs du volcan. Des capteurs sont disposés un peu partout sur le Piton de la Fournaise. Un dispositif unique au monde. Donc aujourd'hui, on va faire des mesures de concentration en CO2 dans le sol. Il faut savoir que le Piton de la Fournaise est un volcan qui dégaze très peu par rapport à d'autres volcans à travers le monde. Mais depuis 2010, on a quand même densifié notre réseau de surveillance qu'on avait, la sismicité et la déformation, avec un réseau de suivi des gaz à la fois dans le sol et dans l'air. Et on s'est rendu compte qu'on avait donc des signaux précurseurs au niveau de la concentration en CO2 dans le sol. Et on s'est rendu compte qu'avant les éruptions, on avait une chute de la concentration en CO2, puisque lors de sa remontée, le magma va dégazer. Et lorsqu'il remonte, on va avoir une concentration qui va diminuer au cours du temps. Et donc là, on va tester, on va surveiller, voir si on a cette baisse de CO2 qui serait donc en accord avec les transferts qu'on voit actuellement avec les autres signes précurseurs. Entre le moment où le magma part de la chambre magmatique superficielle et arrive en surface, c'est extrêmement rapide, ça prend d'une vingtaine de minutes à quelques heures. Donc c'est pour ça, dès qu'on a les premiers signes d'une remontée de magma vers la surface, nous sommes les premiers maillons de la chaîne en fait, pour alerter les autorités et évacuer la zone du volcan. Évacuer la zone du volcan. Une chance que n'ont pas eu les habitants de Piton-Sainte-Rose en 1977. Il faut dire qu'à l'époque, l'observatoire de la Fournaise n'existait pas encore. Il n'y avait que le bouche à oreille pour prévenir des éruptions et les yeux pour pleurer quand le ciel a viré au rouge.
Le 7 avril, une fissure s'ouvre au-dessus de Piton-Sainte-Rose, ainsi qu'une autre le lendemain, dans une région où il n'y avait pas eu d'éruption depuis des siècles. À 22 h, la coulée atteint les premières maisons. Jean-Pierre habitait le village, à ce moment-là. Toute cette partie du village a été complètement absorbée par la lave en 1977. Et on a assisté à ce phénomène-là un peu avec résignation, mais aussi ça a été aussi un spectacle extraordinaire, puisque c'était une des rares coulées de lave hors enclos. Il y a eu quand même un grand moment d'affolement, malgré tout, parce que quand on voit le volcan descendre, surprise, affolement. C'est un volcan qui a été très, très lent, je dirais quasiment domestique, puisqu'on l'a vu venir tout doucement, tout doucement, tout doucement, engloutir le village de Piton-Sainte-Rose au fur et à mesure. Ce n'est pas un phénomène qui a été d'une grande violence, finalement. Après un ralentissement, la coulée repart de plus belle et atteint le centre du village le mercredi 13 avril. Ici, il n'y a pas eu de dégâts humains non plus. Il y a eu des dégâts matériels. Les gens ont tout perdu, leur maison, leur terrain. C'est le village quand même qui est parti ici. Miracle ou simple hasard, l'église de Piton-Sainte-Rose est épargnée de justesse. Aujourd'hui, Notre-Dame des Laves porte encore les stigmates de son flirt avec le volcan. C'est devenu un symbole, d'autant plus que le volcan il a fait son caprice, puisqu'il est arrivé juste à la porte d'entrée. Il est entré sur 2 ou 3 mètres et puis il a préféré refaire demi-tour. Sans doute que le bon Dieu y est pour quelque chose. La lave poursuit sa descente et atteint la mer. Une semaine plus tard, tout est fini. 33 maisons sont détruites et 290 hectares de terres agricoles recouverts par la coulée. Les éruptions de la fournaise sont de type effusif. Les coulées de lave sont fluides et relativement lentes, ce qui laisse le temps aux hommes d'évacuer les zones menacées. En cas d'éruption, il n'y a pas que la lave qui est dangereuse. La vapeur d'eau peut aussi brûler gravement. L'autre risque, bien réel lui aussi, pour ceux qui décident de s'aventurer au piton de la fournaise, c'est de s'y perdre. Et ça, Alain le sait bien. On est ici pour l'instant. Donc dans la première partie du parcours, on va suivre un sentier balisé qui nous mène vers le Kobe et vers le Rivals. Après, donc, on va quitter ce sentier, on va descendre vers la dernière éruption qui a terminé donc, la semaine dernière. On va donc descendre en parallèle des coulées sur le côté comme ça, jusqu'au bout. Je pense que c'est encore un peu chaud, donc on devrait voir des choses. Et après, on va couper les champs de lave qu'il y a ici pour rejoindre donc la mare de lave et le cratère Gros Bénard. Voilà, et ce sera la première étape. On fera le bivouac ce soir ici. Alain est un volcanologue amateur, mais néanmoins éclairé. Ce professeur de lettres arpente les pentes du volcan, sac au dos et caméra en bandoulière depuis plus de 30 ans. C'est avec quelques amis réunionnais qu'il part, cette fois-ci, dans l'enclos Fouquet, pour 48 heures d'exploration. Magnifique, c'est un magnifique endroit, quoi. Franchement, il est improbable à l'endroit où c'est là, avec un cratère et puis tout d'un coup une grosse mare, une bulle de lave qui a éclaté et que là laisse la marque. Un endroit idéal pour camper. On va explorer une zone donc, qui est tout à fait nouvelle puisque ce sont les coulées de la dernière éruption.
Donc pour nous, c'est nouveau. On espère trouver des choses intéressantes, en tout cas voir ce qui s'est passé dans le secteur. Et c'est une zone assez difficile d'accès. Et c'est vrai que le lieu où on va est exceptionnel. Et parmi nous, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ne sont jamais allés. Ça, c'est l'éruption du jasmin. Et donc là, on va jeter un coup d'œil sur un tunnel. Personne n'est encore jamais descendu dedans parce que il est encore chaud. Et puis là, il faudrait une échelle. Venez voir. Là. Et là, d'ici, bon, mais il y a beaucoup d'ombre pour l'instant. Mais moi, quand j'étais passé, il y avait du soleil qui éclairait au fond là. Il faudrait que tu viennes à ma place et tu verras, il y a un autre étage en dessous avec une autre circulation. Là, c'est chaud. Mais là... Ah non, pas aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on ne descend pas dedans. Par contre, je vais vous emmener là. Waouh! On voit un jour là. Ça communique avec le tunnel qu'on a vu tout à l'heure. Et je pense que si on grattait un peu ici, on arriverait à passer sans avoir besoin d'une échelle pour descendre de l'autre côté. Voilà. C'est joli hein, derrière toi. Il y a des magnifiques compressions. Regarde là. Lui, il est collé, donc on ne le touche pas. Voilà. Et par contre, voilà. Waouh. Il y a ça. Ce morceau-là aussi. Hydrothermalisation. C'est-à-dire, c'était encore très chaud. Il a beaucoup plu sur le secteur et l'eau a traversé la lave. Et donc, les minéraux qu'il y avait dans l'eau, se sont cristallisés. C'est une sorte de sel, en fait. Hein. C'est ça. Voilà. Alors... Quel goût ça a? Salé, sans doute. C'est salé. Ouais, c'est ça. Un peu amer. Le plus extraordinaire encore, c'est qu'on a vu tout cela se former pendant l'éruption. On a vu la lave passer là. On a les images. Et maintenant, on vient pour voir comment ça a évolué. On a ramené ça pour vous. Des feuilles de lave. Hein. Tiens, des feuilles de lave, tu vois. Et ça, c'est pendant l'éruption, il y avait du vent. Et donc, ça a fait cela. Et certaines, regarde, sont torsadées. Ça se forme pendant l'éruption, donc dans le cratère lui-même, qui expulse la lave. Et c'est des jours de grand vent. Et donc, le vent pousse la lave et ça fait donc des dentelles comme ça qui partent et qui ont le temps de refroidir avant de retomber. Et voilà. Donc ce sont des feuilles de lave et c'est pas si courant que cela. Juanito, mets ça quelque part. Hein. Pour ce qu'on va faire sur ces 2 jours, je pense qu'on n'arrivera pas à les garder intacts. C'est pour ça que je vais les mettre ici et je reviendrai les chercher avec de quoi les conditionner correctement. Alors ça finira probablement dans un musée, je pense, hein, peut-être à la Cité du Volcan, parce que c'est bien de faire profiter à tout le monde de ce genre de choses, ce qu'on découvre. Merci. On va traverser là-dedans, dans ce champ un peu chaotique là. On va aller sur les coulées. Ouais, et on va suivre la coulée jusqu'en bas comme ça, avant de couper à nouveau vers la gauche, quoi. Voilà. Donc, petite traversée de temps en temps un peu difficile. Mais bon, on y va ?
Les gratons sont une qualité de lave très particulière puisque ce sont des morceaux de lave qui ne sont pas liés entre eux. Et donc c'est extrêmement abrasif et ça use énormément les chaussures. Et en plus, on est en équilibre instable parce que constamment, on est en train de glisser et c'est très très difficile. C'est une progression lente et on fait attention parce que ce n'est pas un terrain tout à fait stable. Il peut se dérober sous nos pieds. Il peut y avoir aussi des tunnels de lave parce qu'on a vu pendant l'éruption que la lave coulait en tunnel et donc il faut être vigilant, il faut vraiment faire attention. Les tunnels de lave sont nombreux sur les pentes du volcan. Autant de dangers pour les explorateurs. Donc lorsqu'une éruption dure un petit peu au Piton-la-Fournaise, lorsqu'on dépasse quelques semaines, enfin quelques jours, 7 jours à 10 jours d'éruption, on a essentiellement une activité qui va se faire en tunnel de lave. Donc une activité un peu moins visible en surface, mais une éruption qui se poursuit au cours du temps. Ces phénomènes se concentrent dans l'enclos Fouquet, une zone désertique entourée de falaises de lave refroidies, mais très fréquentée par les scientifiques. Large de 9 km et longue de 13 km, cette caldeira porte le nom du géologue français du 19e siècle, Ferdinand André Fouquet. Les parois qui la surplombent sont hautes de 100 à 400 mètres. Alors ce qu'on appelle ici l'enclos Fouquet, c'est cette structure naturelle ici, qui est assez large et qui a été formée à peu près il y a 4500 ans. On voit très bien que toutes les coulées récentes, donc qui sont postérieures à l'arrivée de l'homme sur l'île, sont essentiellement à l'intérieur de cet enclos. Et on voit très bien que les coulées, lorsqu'elles arrivent près de l'enclos, du coup elles arrivent embutées ici et suivent donc ce rempart naturel et dévalent vers la mer. Après une longue et harassante journée de marche, l'expédition d'Alain arrive enfin à la mare de lave. Une curiosité connue seulement par quelques initiés. Peut-être moins de 20 personnes seulement, des amis, des proches d'Alain, ont foulé cet ancien lac de lave formé en 1972. Un endroit unique qui sera leur bivouac pour la nuit. Passe par là, Cindy. Tu vois que tout ça, c'était des bords qui, au départ, étaient encore partie de la structure. Hein. Ça s'est un peu effondré parce qu'il y a eu du vide en dessous. Tu comprends? Oui. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Tous ces bords-là constituent le plancher initial. Comme ça, on marchait à cette hauteur d'où on vient là, et tu vois. Et c'est quand l'éruption qu'il y a de ce cratère-là, le Gros Bénard. Quand il a arrêté, toute la lave qu'il y avait en dessous est partie, est sortie par le chemin, et ça s'est effondré comme ça, et ça a fait ce rond-là. Oh, mais c'est magnifique, hein, ce terrain, je veux dire, de fouler ces sols. Regardez d'innombrables cratères, là, chaque cratère porte un nom, et ces noms font partie aussi du patrimoine de la Réunion. Hein, cratère Bénard, hein, du nom d'un photographe. Le Timise, hein, du nom d'un oiseau. Tout ça, ça nous permet de nous retrouver un petit peu nos racines aussi. C'est vraiment un site exceptionnel. On craint que ça disparaisse parce qu'il y a eu tellement d'éruptions dans le coin depuis quelque temps. Et les coulées se sont quand même beaucoup approchées de ce site et on se dit que tôt ou tard il va disparaître. C'est une raison de plus pour en profiter.
À la tombée de la nuit, les jambes sont lourdes et les corps fatigués. On se retrouve autour d'un petit repas vite fait. Tu t'emmènes ce mouchoir, moi, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, tu fais un œuf. Les conversations se font alors plus intimes. Tout a l'air meilleur ici par rapport à ce qu'on a fait justement, et c'est dû au lieu qui est complètement magique, quoi. Même manger des œufs, ça devient un repas complètement royal. C'est fantastique. Après, c'est Schubert, il prend son tour. Schubert veut des œufs? Ce qu'on vient rechercher ici, c'est oui, une certaine sérénité. Et sans tomber dans le mysticisme, on dira qu'il y a quand même des forces telluriques qui se dégagent de ces lieux et qu'on ressent et qui agissent sur nous, qui nous rechargent un peu comme une pile. Regarde, Mission Taza, c'est une bonne nuit. Le lendemain matin, c'est l'humidité qui cueille nos explorateurs. Le brouillard s'est installé sur les pentes du volcan. Le groupe prend alors la direction de la mer, vers les grandes pentes, à la recherche des fameux tunnels de lave. Répète ce que tu as dit. Venez avec le sac, apparemment on passe de l'autre côté, c'est ça? Ouais, on passe de l'autre côté. Ça continue par là-bas, mais là-bas la sortie est compliquée. Il faut explorer le cratère parce que ça m'a l'air intéressant. Ce trou a l'air intéressant. Quand on le regarde de haut comme ça, on dirait qu'il y a quelque chose qui part, hein. Peut-être un conduit, un tunnel par lequel la lave est arrivée. Donc Mathieu va descendre. Stus, fais gaffe où t'es là. Il tient derrière aussi, là, hein? On voit le trou là-haut. Là, c'est fermé. Ah, c'est fermé aussi. Merci. Et en fait, c'est un cratère. Et t'as un trou de sortie un petit peu plus haut. Ça s'est effondré, quoi. Je pense que c'est le conduit qui a amené la lave ici, quoi, hein. Je pense qu'on est sur une faille. Et en fait, le conduit en bas, il est bouché. Ça a l'air Et, beau, et dessous, là, juste sous nous, il y a une petite grotte, quoi. Mais par contre, c'est super beau, hein. La grotte, c'est Il y a une belle ambiance, quoi. c'est sûrement la lave qui essaie de trouver un passage pour partir. Ouais, comme ça. ouais. Nos explorations, nos excursions servent à ça aussi, c'est-à-dire à explorer éventuellement des endroits que l'on voit, où personne n'est jamais descendu. Et là, moi, ça faisait plusieurs années que je passais à cet endroit, que je voyais donc la cheminée donc, du cratère Le Bonnet, et je ne pouvais pas descendre tout seul là-dedans. Maintenant, on sait que ce n'est pas un tunnel qu'on pourra explorer, c'est juste un réservoir superficiel d'éruption. 2 ans auparavant,
Lors d'une précédente expédition, Alain avait découvert une cheminée qu'il ne connaissait pas. Il était alors accompagné de 2 amis aguerris dans l'escalade et la spéléologie. Les hommes traversent d'abord l'énorme coulée de lave provenant de l'éruption du siècle de 2007, puis descendent à l'intérieur du cratère du Tremblay, percé de plusieurs cheminées. Pour la première fois, des hommes vont descendre dans le conduit principal. À l'intérieur du tunnel, la température dépasse les 27 degrés. Viens par ici. On a un orifice qui se dévoile, une espèce de voûte, et là, ça continue ici. Donc cet orifice probablement communique probablement avec l'autre. Ça a l'air de vouloir repartir comme ça. Attention, attention, ça peut partir tout ça. Donc là, on est dans la zone voilà, qui tombe. Là, il y a des pans entiers qui demandent à tomber. Et ça, par contre, c'est très moyen. C'est très moyen. J'aime pas du tout. Quand on va percer plus bas, les vibrations risquent de chatouiller un petit peu ces... Et la partie là, descendre ici, je sais pas s'il vaudrait mieux pas descendre là-bas, à l'autre bout. On est sur un système fissuré assez conséquent, à peu près de 6 mètres. Au-dessus, coupole ou... Voilà, on sait pas trop, arrivée, coupole. T'es trop près. Non, reste pas là. Je vais mettre là. S'il y a un... Regarde, c'est bon. Ok. Je ne ferai pas de bêtises. À la louche, il y a encore 100 mètres. Ouais. Mais sans problème. Mmh. Allez, je dis 100 parce que j'ai pas envie de dire plus, mais il y a plus. Ouais, il y a plus, ouais. De toute évidence, le fond du cratère est encore loin. La mort dans l'âme, la descente s'arrête là. Mais ils en profitent pour repérer la meilleure façon de se glisser plus profondément dans les entrailles du piton de la Fournaise. Il faut passer là-bas. Donc là, on passera ici, dans cette goulotte, dans cette espèce de goulotte, pour descendre. Et puis en plus, le rappel, a priori, serait beaucoup plus aisé, plus facile. Pour l'instant, on a vu un puits donc, qui a servi de remontée à la lave depuis sa chambre magmatique. Quand on regarde ce cratère, on était loin de s'imaginer qu'il était aussi profond. Et on voit comment un puits volcanique profond est constitué, puisqu'il n'y en a pas tant que ça à La Réunion. Ça nous permet de voir comment le magma a cheminé depuis les profondeurs pour arriver jusqu'à la surface. Et on voit que les conduits sont extrêmement profonds. Pour l'instant, on n'a pas atteint encore le fond. Il semblerait qu'il y ait au moins 200 mètres de profondeur. On est arrivé à peu près à 100 mètres et on ne sait pas ce qu'il y a au fond. Et
Il va nous falloir de toute façon acquérir un peu plus de matériel pour pouvoir aller plus profond. Ce que je sais, c'est que les scientifiques s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait parce qu'ils se demandent justement jusqu'où on pourrait aller. Ce serait une première sur La Réunion, donc d'aller aussi profond dans un cratère. Si les scientifiques arrivaient à confirmer les observations d'Alain, il se pourrait que ce puits volcanique soit l'un des plus profonds du monde. Mais pour l'heure, l'activité volcanique du Piton de la Fournaise interdit toute nouvelle exploration. Là, on est sur une coulée qui a 14 ans, hein. 2004, mai 2004. Elle est arrivée vraiment à 600 mètres d'altitude. Donc on va emprunter ce couloir-là. Et sur les côtés, c'est impénétrable. On voit les fougères arborescentes, on voit... C'est vraiment très ancien, quoi. L'expédition poursuit sa route vers la mer. Waouh, ça y est, on voit la côte. Ouais. Génial. Enfin, on va passer en dessous. T'en arrives là. Hein? On va passer en dessous du mauvais temps. Et voilà le cratère du passage. C'est un espace de liberté totale. Et pour nous, oui, c'est un terrain de jeu aussi. Et c'est vrai que venir ici, on considère cela à chaque fois comme un privilège parce qu'on a beaucoup de chance de pouvoir cheminer dans des endroits aussi magiques. Large d'1,5 km et haute de plus de 60 mètres à certains endroits, la coulée de 2007 a été qualifiée à tort d'éruption du siècle. Elle est en fait la plus grande éruption jamais observée par l'homme à La Réunion et a modifié à jamais le paysage de la côte est de l'île. « 220 millions de mètres cubes de lave avaient alors été expulsés des entrailles de la Terre. J'étais sur les lieux dès les premières heures. Parce que je me souviens, j'étais en cours, donc j'ai reçu un coup de téléphone en me disant qu'il y avait une éruption dans le Grand Brûlé. Je me souviens très bien, c'était un lundi, je terminais à 11h, on m'avait annoncé l'éruption à 10h, donc une heure après, j'étais sur place. Et donc j'ai vu tout ce qui se passait. Devant la caméra d'Alain, des arbres sont abattus. Et des fontaines de feu crachent le magma et des roches incandescentes à plus de 200 mètres de hauteur. Les scientifiques estiment le débit de la coulée à plus de 200 mètres cubes par seconde, soit l'équivalent de 120 semi-remorques à la minute. Quelques heures plus tard, la lave arrive à la mer. L'eau est à 20 degrés, la lave à plus de 1200. Elle déclenche alors des réactions chimiques en chaîne. Le panache de vapeur d'eau qui monte vers le ciel, très acide, attaque presque la peau des habitants et brûle toute la végétation. Personne ne s'attendait à une éruption de cette ampleur au début, parce que elle était comme les autres, normale, c'est-à-dire elle descendait. Mais dès le premier jour, elle est allée à la mer, et les jours suivants, ça a été une ampleur considérable. Donc ça a augmenté en permanence. Maintenant, à savoir si on en verra d'autres de cette ampleur-là, personne ne peut le dire. Le siècle, finalement, en 2007, ne faisait que commencer. La lave est si brûlante et si rapide qu'elle provoque la mort de milliers de poissons en arrivant dans l'océan.
cuit sur place par la hausse brutale de la température de l'eau, jusqu'à 70 degrés par endroit. Sous l'eau, la coulée de lave est descendue jusqu'à 800 mètres de profondeur et a largement modifié le paysage, sur des kilomètres à la ronde. Jean-Pierre, qui a déjà vécu l'éruption de Piton-Sainte-Rose en 1977, plonge régulièrement sur la trace des anciennes coulées de lave sous-marines, avec quelques amis passionnés, comme lui. Le craton noir que tu vois devant toi, là où il y a le coupure entre les fils là-haut, là, c'est le volcan, ça. Ça a coulé jusqu'ici. Cette côte, elle n'est pas connue, enfin, elle est connue des initiés, je dirais. Il n'y a pas grand monde, effectivement, en mer ici. Là, tu vois, on est en pleine mer, il n'y a pas l'ombre d'un bateau. C'est parce que les gens sont plutôt de l'autre côté de l'île, dans l'ouest. Mais c'est vrai que cette côte gagne à être connue. La difficulté, ça reste la mer, effectivement. On a des conditions de mer qui ne sont pas tout à fait celles qu'on a dans l'ouest. Je dis souvent que Sainte-Rose, c'est l'Atlantique et l'ouest, c'est la Méditerranée. Ouais, ben là on arrive sur le site de plongée et c'est une plongée qui se mérite parce que on va faire 2 heures de bateau. La mer elle est quand même pas d'huile, hein, c'est un petit peu agité. Voilà, on va faire une plongée sur un site assez exceptionnel. Une coulée de lave en mer. Elle a un peu plus de 10 ans. On vient régulièrement pour voir un peu l'évolution, notamment le retour du corail sur le substrat. Et c'est intéressant de voir aussi le retour de la faune et de la flore sur un site qui a été complètement recouvert par la lave. Tristan, après, avance un petit peu devant encore, s'il te plaît. Hein? Mets-toi bien en face le petit plateau vert, là. On a un peu l'impression d'être des explorateurs chaque fois qu'on vient ici. Alors on ne vient pas tous les week-ends, on vient de temps en temps. Et c'est vrai que cette sensation de se dire on est un petit peu dans l'extrême de l'île, dans les endroits peu plongés, c'est plaisant aussi en tant que plongeur quoi, et vidéaste. Sous l'eau, le spectacle est surprenant. Du sable noir, issu de l'érosion de la coulée de lave, à perte de vue. Après, sur les bordures, on a la nature qui reprend sa place. On a le corail qui est en train de se refixer sur les coulées de lave. C'est un très bon substrat qui est tortueux, donc qui est facile à accrocher. Et du coup, le corail, petit à petit, revient. La nature reprend ses droits, il y a à nouveau beaucoup de faune et de flore. Et c'est intéressant de voir aussi tous les alevins dans cette zone aussi qui est très peu pêchée et qui est loin de tout, quoi. Voilà. Donc c'est une grosse nurserie qui est en train de se mettre en place en bordure de falaise. Magnifique, magnifique.
Je ne le voyais pas comme ça. À chaque fois, j'ai l'impression de découvrir un autre visage du volcan, effectivement. Moi, ce qui m'a étonné, je pense que ça a raviné et ça a dû arracher au fur et à mesure sur toute la plaine. Là. Et là, il y a... Écoute, c'est tout vallonné. Et puis, tu as envie de descendre parce que ça descend là. Aïe, 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 aïe. Ah non, c'est magnifique. Et après, la roche, elle est quand même... elle fait mal, tu as vu, elle pique la roche. Hein. Il n'y a pas de galets lisse, c'est du graton. Ouais. Le volcan sous l'eau, c'est la vie aussi, c'est pas la mort du tout, c'est la vie. Et la vie a repris sous l'eau peut-être encore plus vite qu'elle ne l'a fait sur la terre. Juanito est de retour chez lui, au Tremblay, après l'expédition avec Alain sur les pentes du volcan. Il s'adonne à son passe-temps favori, la culture de la vanille. Allez, il faut bien prendre délicatement dans les mains. Hein. Donc là, on voit ce qu'on appelle la robe. Il faut juste enlever la robe, on dit. Hop, et là on a les organes. On surélève la petite languette qui empêche l'hymen, quoi, quelque part. Hein. Hop. Et là, le contact est fait entre les deux. On appuie longtemps. Et si la fécondation est réussie, la fleur sèche et le bois, la gousse de vanille grandit. Ici, comme on est sur les pentes du volcan, là, de la fournaise, il y a des laves qui sont assez récentes. Hein. Donc la roche basaltique, elle a fleur. Là. Et là, c'est ce qu'on appelle des laves cordées. Donc une coulée assez récente. Donc la vanille se plaît là-dessus, hein, parce qu'elle n'aime pas avoir les racines dans l'eau qui trempent. Elle aime le milieu humide, mais il faut quand même qu'il n'y ait pas beaucoup de terre. Hein. Donc elle a besoin d'une roche, quoi, comme support. Et puis elle se nourrit aussi des oligo-éléments, enfin des feuilles qui tombent, de l'humus naturel. Hein. Elle a besoin de ça aussi. Pas très loin d'ici, il y avait une belle forêt multicentenaire, hein, qui se retrouve aujourd'hui sous des trentaines de mètres d'épaisseur de lave. Quoi. C'était vraiment un endroit où allaient les gens chercher de la nourriture, et aujourd'hui c'est fini. Mais bon, voilà, on a encore des endroits comme ça qui sont bien épargnés. Hein. On est sur un risque un peu, comment dire, centenal ici. On n'est pas à l'abri non plus. Hein. C'est bien qu'on peut perdre les choses ici. Hein. Partie du jeu. Hein. Et on ne sait pas quand. Juanito s'est installé ici en 2007, sur une coulée vieille de 250 ans. Ce guide de montagne, amoureux de la nature, tient un gîte avec sa femme Catherine. Tous les deux ont conscience que leur situation n'est pas commune. Juanito, lui, il est un peu né sur les pentes du volcan, donc Saint-Philippe, c'était un peu rêvé pour lui, quoi. Comme il est passionné de volcanisme et de botanique. Donc on a vite trouvé cette maison ici, et puis je pense que le fait d'arriver, d'avoir l'éruption 2007, 15 jours après notre arrivée, a joué un petit peu aussi en faveur de Saint-Philippe, quoi. Dès que le volcan est en pré-réveil, on se demande toujours si ça ne va pas être derrière la maison. Donc il faut bien rester vigilant. Et ça m'arrive même de faire des cauchemars la nuit, de rêver que j'ouvre les fenêtres et que je sens la lave arriver. Je sens l'odeur, je sens même la chaleur arriver sur moi. Voilà, mais ça n'est qu'un cauchemar pour l'instant, heureusement. En fait, j'en ai pas peur. D'ailleurs, je pense qu'il y a peu de gens qui ont peur du volcan ici au Tremblay. Mais le volcan ici est à la fois, à la fois vénéré et craint. Il y a des gens qui n'iront jamais voir une éruption parce que ça leur fait trop peur. Le piton de la fournaise fait peur, mais n'a fait aucune victime, sinon quelques imprudents. Les habitants ont appris à vivre avec lui, et avec ses soubresauts imprévisibles, mais fréquents.
Je suis assez fataliste. Si la lave doit passer sur la maison, elle passera sur la maison. C'est encore une fois la nature qui reprend ses droits ici. Hein. Je me suis toujours dit que j'allais faire une petite caisse d'urgence en cas d'éruption. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que quand je demande aux gens ce qu'ils emmèneraient en premier lieu, si on leur disait qu'il y a une éruption tout de suite, là, les gens restent très matérialistes. Et moi, j'emmènerais plutôt des choses très personnelles que je ne pourrais jamais retrouver, quoi. J'ai réappris à découvrir la nature dans toute sa splendeur, mais dans tout son côté effrayant aussi, c'est-à-dire que ici on n'est pas maître des lieux, quoi. C'est vraiment la nature qui est maître des lieux, avec les cyclones, avec le volcan, avec les tempêtes, la houle. On est en permanence confronté à cette nature et c'est elle qui décide de ce qu'elle a envie de faire, quoi. Catherine a raison de se méfier, car le volcan qui fait parler de lui en ce moment n'est peut-être pas le plus dangereux. L'essentiel de l'île de la Réunion, c'est le piton des neiges. Et le piton de la Fournaise, c'est juste une toute petite verrue qui fait à peu près 3% en volume de l'île de la Réunion, qui s'est formée il y a à peu près 500 000 ans. Le piton des neiges, sa dernière activité remonte il y a à peu près 12 000 ans, donc ce qui est relativement faible à l'échelle géologique. Donc un jour ou l'autre, bien sûr, il pourrait de nouveau rentrer en activité. Donc c'est pour ça qu'on surveille également ces sautes d'humeur. On a un réseau de sismomètres sur ce volcan pour voir justement un éventuel réveil ou pour voir déjà l'activité qui se passe sous ce volcan actuellement. Il faut savoir que l'édifice est déjà beaucoup plus gros, qu'il y a beaucoup plus de population qui habite à proximité du piton des neiges. Hein. Il y a Saint-Denis, il y a tout le littoral côtier ouest-est et les cirques bien sûr qui sont habités. Donc là, il y aura un risque important pour la population. Et sachant qu'aussi qu'on n'a pas du tout de recul, on ne sait pas du tout comment se fera un réveil du piton des neiges, puisqu'on n'a pas vécu ça. Donc pour l'instant, c'est un petit peu l'inconnu. Les Réunionnais doivent toujours garder à l'esprit que tout peut arriver, à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Les événements les plus rares et les plus improbables ont souvent été les plus destructeurs. Car personne ne s'attendait à ces catastrophes.